Je tiens à vous remercier d'être présent aujourd'hui. Je vois que nous avons plusieurs membres d'ATA dans l'Assemblée. Donc, ATA, c'est Adventure Travel Trade Association. Je vois que nous avons Terra Group, Tirawa, Terre d'Aventure, Cyclomundo, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, merci beaucoup de votre soutien. C'est un plaisir pour nous de partager avec vous les résultats des discussions que nous avons eues avec l'Adventure Travel Trade Association et au sein de notre communauté sur les façons probables dont le voyageur changera à la suite de la crise actuelle. Notre curiosité a motivé certaines recherches proactives ainsi qu'une collaboration avec diverses équipes et experts. Alors, commençons. Donc, je m'appelle Céline, je suis la manager régionale pour l'Europe de Adventure Travel Trade Association, ou ATA pour les intimes. Je fais partie de la communauté ATA depuis maintenant plusieurs années et je suis honorée de représenter l'organisation aujourd'hui. J'interviendrai en compagnie de Jean-Claude Razel, ici présent, qui est le principal éducateur d'ATA sur nos projets de formation professionnelle, Adventure EDU, et avec une grande expertise, notamment de l'aspect sécurité. Nous vous parlerons des dernières tendances du tourisme d'aventure post-Covid et attentes présumées des nouveaux voyageurs dans ce secteur. Voici donc les thématiques que nous allons explorer aujourd'hui. Je vais vous présenter brièvement notre organisation ATA, pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas encore, et parler de l'impact économique et social du voyage d'aventure pré-Covid-19. Nous aborderons également les outils disponibles pour vous accompagner dans la reprise du nouveau tourisme, les dernières tendances et attentes des voyageurs d'aventure au lendemain de la pandémie. Je pense que vous connaissez tous Zoom, après plus de 2 mois de télétravail, mais juste un rappel pour vous dire que vous pouvez commenter, envoyer vos questions et vos commentaires dans le chat. Et à la fin de la présentation, on aura un petit temps pour les questions-réponses. Voilà. Alors, en quelques mots sur ATA, vous voyez ici une partie de notre équipe qui est située dans le monde entier. ATA est une organisation axée sur la mission de représenter la communauté du voyage d'aventure à travers le monde. Notre mission est d'inspirer, de connecter et d'habiliter les professionnels et la culture et à créer une valeur économique partagée. L'association, qui compte aujourd'hui plus de 1300 membres dans 100 pays, est composée de voyagistes, de tour opérateurs, d'offices de tourisme, de médias, d'agents spécialisés, de réceptifs, d'hébergements, partageant un intérêt commun pour le développement durable du tourisme d'aventure. Comme vous voyez ici, nous avons quand même une grande majorité nord-américaine, 42%. L'Europe est également très bien représentée. Et en troisième position, l'Amérique latine. Au niveau de nos membres, ils sont répartis dans ce que l'on appelle tour opérateurs. Ce sont aussi bien les tour opérateurs inbound que outbound, donc qui représentent la plus grande partie des professionnels du secteur qui nous ont rejoints. ATA est une organisation axée sur la mission de représenter la communauté de voyage d'aventure à travers le monde. Notre mission est d'inspirer, de connecter et d'habiliter les professionnels du secteur à offrir une expérience qui protège la nature et la culture. Ah oui, excusez-moi, j'ai déjà dit ça. Donc, les niveaux de professionnalisation dans la communauté du voyage d'aventure avec ATA. Alors, nous avons 3 niveaux. Nous avons le niveau Community Membership, Professional Membership et Business Membership. Ce que l'on appelle Community Membership, c'est un membership gratuit, c'est une cotisation gratuite qui a été créée pendant la pandémie pour permettre à l'ensemble de notre communauté de rester connecté, quelle que soit votre situation professionnelle. C'est donc libre d'accès, vous avez donc libre d'accès à un certain nombre de rapports de recherche pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau du secteur d'aventure et aussi donc les webinaires qui sont donc les webinaires des experts du secteur. Le membership professionnel est de $99 pour donner une idée. Il s'adresse aux individus professionnels du secteur qui souhaitent rester actifs au sein de notre communauté. Ils ont donc également leur profil dans notre hub. Donc, le hub, c'est la communauté d'échange pour faciliter le networking, des réductions sur nos formations professionnelles. Et enfin, nous avons donc le traditionnel business membership qui s'adresse aux entreprises, donc que ce soit les tour opérateurs, des réceptifs, des agents de voyage, des destinations également, les médias, qui bénéficient donc de tous nos outils marketing pour faire des annonces de presse, tous nos rapports de recherche, webinaires et des réductions sur les événements que nous organisons. Voilà, donc pour ce qui est de notre formation professionnelle, je vais laisser la parole à Jean-Claude qui va nous expliquer, puisque là, c'est vraiment sa spécialité. Alors, Jean-Claude, c'est à toi.
Est-ce qu'on a perdu Jean-Claude? Jean-Claude, est-ce que tu es toujours parmi nous? Alors Jean-Claude, il y a un petit souci de connexion. Je crois Ah, le qu'il va revoilà. revenir. Il est là? Oui, Jean-Claude, c'est à toi. Tu as un petit souci de connexion, Jean-Claude. On te laisse. Il faut que tu rallumes ton micro, Jean-Claude. Il y a ton micro, voilà. Ben oui, j'étais avec vous et puis ça s'est déconnecté, donc je m'en excuse. En tout cas, je suis bien content d'être là. Merci de m'accueillir et vous parlez donc avec Céline maintenant de la partie EDU de ATTA. ATTA donc a développé maintenant depuis une dizaine d'années des formations spécifiques pour le domaine du tourisme d'aventure et j'ai participé depuis le début à cette dynamique. Et donc on a développé plusieurs formes, plusieurs modules d'éducation sur le sujet, surtout sur la gestion de la sécurité, sur la formation de guides, sur l'administration, un peu la gestion, le business du tourisme d'aventure, et puis aussi pas mal d'initiatives dans le marketing et puis sur la création de communautés. Donc ces cours, ils ont bientôt bien sûr eu lieu en présentiel pendant des années et des années. Et puis, depuis maintenant la crise du Covid, la première chose qu'on a fait au mois d'avril, c'est de se mettre en studio et d'enregistrer donc les 3 premiers modules qui sont le guide training, la gestion de la sécurité et le business management, dont vous voyez les icônes là. On vous enverra les liens pour que vous puissiez regarder un peu le contenu, mais c'est déjà en ligne et ça fonctionne. Voilà. Donc, Céline, le suivant slide, s'il te plaît. Voilà, c'est aussi une initiative d'ATTA. Ça a été de faire ce qu'on appelait le Adventure Travel Guide Standard, ATGS, qui donc développe ce qu'on appelle les compétences minimum des guides dans toute l'activité du tourisme d'aventure. L'idée, c'est bien sûr de ne pas s'arrêter à l'aspect activité, donc l'escalade, le ski, le kayak, la plongée, le kayak des mers, ce qu'on veut, mais s'arrêter sur les compétences que n'importe quel guide doit avoir, quelle que soit l'activité. Donc, on parle de sustainability, donc tout l'aspect soutenabilité et minimum impact. On l'a mis en premier, ce n'est pas par hasard. Pour dire que le guide a un rôle très important à la fois pour gérer l'impact et puis surtout pour être pédagogique avec les touristes. La partie technical skills, tout qui est les connaissances techniques, bon là c'est de l'orientation, il y a les premiers secours évidemment, il y a l'interprétation des phénomènes météorologiques, enfin toutes les compétences la plus techniques, mais qui ne sont pas activités spécifiques, ça c'est très important. Toute la partie gestion de la sécurité, ça évidemment, c'est central avec une matrice probabilité-conséquence qui permet de mesurer, faire une analyse de risque et donc bien sûr de gérer le risque en fonction de sa gravité. Toute la partie gestion de groupe et puis service client, spécifique quand on est un peu en dehors de sa zone de confort, hein, c'est le cas la plupart des activités outdoor, écotouristes, touristes d'aventure. Et puis, une dernière partie qui me tient beaucoup à cœur dans les formations, c'est ce qu'on appelle Natural and Cultural History Interpretation. C'est la partie de donner du contenu. Hein. Quand on est guide, c'est sûr que ça ne suffit pas de montrer le chemin. Il faut parler de l'endroit, de la culture, de l'écosystème. Les gens sont curieux, ils posent des questions. Et un guide qui fait la différence, c'est celui qui sait en parler avec cœur, avec émotion, avec densité, avec enthousiasme, avec tout ce qu'on veut pour que les gens s'en souviennent. C'est un peu comme un prof, quoi. On a tous eu un prof dans sa vie qui était le prof qui nous a ouvert les yeux, ouvert les oreilles. Le guide, souvent, c'est celui dont on se souvient. Voilà, donc ce guide standard, il décrit ces 5 formations. Voilà, Céline. Donc, on passe au suivant. Donc, on a aussi développé chez ATTA des protocoles spécifiques Covid, donc un qui est générique, hein, qui parle un peu de toutes les possibilités, je dirais génériquement les protocoles à avoir pour Covid. Et puis ensuite, donc une dizaine de protocoles qui sont spécifiques aux activités. Donc, il y en a pour le rafting, un pour le trekking, un pour tout ce qui est lodging. Voilà. Donc, il y a le lien aussi là, hein, Céline, on l'enverra après pour que vous puissiez et de regarder ça un peu plus en détail. Mais bien sûr, je ne vais pas détailler ça maintenant, mais c'est important que vous sachiez que ça existe et puis que c'est disponible. Ça peut vous aider, vous inspirer pour vos activités. Exactement. Alors, parallèlement à ça, il y a le WWTS, qui est donc le WWTC, pardon, le World Travel and Tourism Council, qui est donc l'organisme mondial de tourisme, alors pas seulement aventure, mais global, hein, toute activité touristique confondue. Et ils ont créé aussi des guidelines,
ce qu'ils ont appelé le New Normal. Donc, le New Normal, voilà, ça dit bien son nom. Et avec un petit label qui s'appelle Safe Travels, que l'on peut aussi, on vous passera le lien aussi, vous pouvez regarder. C'est pas mal fait avec une capacité aussi d'analyse, un petit outil d'analyse de risque qui est simple et qui permet d'adapter ces recommandations, ces guidelines. Eh bien, on peut mettre ce petit label Safe Travels qui peut aider dans la prise de décision des touristes. À mon avis, c'est quand même plutôt ce qu'on dit que ce qu'on imprime qui fait la différence. Mais bon, ça permet quand même de se situer. Voilà. Et juste une petite aparté sur ces protocoles. Justement, donc les protocoles qui ont été développés par ATA ont été intégrés dans justement ces Global Guidelines de WTTC. Donc, ils font partie intégrante de l'ensemble des protocoles de WTTC. Voilà, juste pour préciser. Tourisme d'aventure, c'est toujours toi. Alors, le tourisme d'aventure, c'est important d'un peu d'entrer dans des définitions. Et en particulier, l'idée qui a été développée au sein d'ATTA, mais qui est un peu un consensus dans la communauté mondiale du tourisme d'aventure, c'est de considérer que le tourisme d'aventure, il est lié à 3 dimensions, ce qu'on appelle la dimension naturelle, donc l'espace naturel, évidemment, une activité, quand on parle d'activité, on est quand même très actif, on est acteur dans les activités de tourisme outdoor, tourisme d'expérience, tourisme d'aventure, enfin, tout ça, donc on est actif. Et puis, il y a une dimension culturelle d'intégration dans l'environnement dans lequel on est. Donc, ce dont on est convenu, donc ça, c'est bien sûr, c'est pas ATTA qui le dit, c'est un peu le résultat de discussions avec les membres, les 1200 membres worldwide. Donc, c'est un peu de dire que quand on a rassemblé 2 de ces 3 dimensions, eh bien, on parle de tourisme d'aventure. Alors, bien entendu, s'il y a les 3, on est encore plus dedans, mais déjà, il suffit de 2 pour être considéré tourisme d'aventure. Donc, ça vous en dit déjà clairement que c'est assez vaste. Alors, en France, quand on dit le mot aventure, il y a quand même tout de suite une dimension, inconnue, dépassement. Le mot aventure en France, il est connoté aventure beaucoup plus que, en fait, dans le mot adventure. J'ai réalisé ça au cours des années. Pour les anglo-saxons, adventure, c'est moins aventure que quand on dit aventure en France. Alors, bien sûr, quand on fait 2 des 3 activités, un peu de nature et un peu de culture, l'aventure, ce n'est pas l'aventure au sens classique, genre les grandes traversées solitaires au fin fond du pôle Nord. Non, non. On est beaucoup plus sur des choses qui ont cours pour des activités et puis surtout pour des entreprises comme les nôtres. Alors, attends, reviens Céline, là, j'ai pas… Voilà. Et donc, ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où on a 2 de ces 3 dimensions, eh bien, on est donc sur ce qu'on appelle la transformation. La transformation, c'est que les gens, ils sont soit à la recherche d'un challenge, soit d'un impact pour eux ou pour l'endroit où ils vont, une transformation, du bien-être. Voilà. Donc, on considère que le tourisme d'aventure, il véhicule quand même une dimension d'évolution, d'expérience de la part du touriste. Voilà. Donc, le suivant, on fait la différence, et ça c'est très important aussi, c'est qu'on fait la différence entre ce qu'on appelle l'aventure douce, l'aventure intense et spécialisée. Alors bien sûr, c'est pas écrit dans du bronze, tout ça, mais quand on dit aventure douce ou soft adventure en anglais, on parle donc d'activités qui sont light, physiquement light en termes de difficulté, de durée. C'est quelque chose d'assez tranquille, quoi. Donc des randos, des trekking cool. Bien sûr, le trekking, ça peut être difficile, mais là, on parle là où il y a le plus de marché, c'est du cool. Le vélo, cool. L'équitation, cool. Du camping, de l'absorption de la faune, de la flore. Ça, c'est l'aventure plutôt douce. C'est là où il y a l'essentiel du marché. Alors, bien sûr, il y a de l'aventure plus intense, donc toutes les activités verticales, des activités d'eau douce en eau vive un peu plus intenses, le ski, les ski, le VTT, tout ce qui est aussi les activités liées au désert, le parapente, le delta, le parachute, etc. Voilà, donc on fait un peu la différence, sachant que l'essentiel du marché est sur le soft. Et puis après, il y a ce qu'on appelle un peu les choses très spécialisées, c'est des niches de marché, mais ça marche pas mal. Il y a donc tout ce qu'on appelle le birdwatching, tous les voyages éducatifs, des trucs liés à la recherche, à la communauté. Là, on écrit yoga, méditation, donc tout ça, c'est aussi des choses beaucoup plus spécifiques, mais qui sont inclus, donc selon les critères que j'ai cités avant, dans ce qu'on appelle le tourisme d'aventure. Merci Jean-Claude. Voilà Céline, je te rends la parole. Oui, j'arrivais pas à arriver à la suivante. Ok, merci beaucoup. Donc effectivement, moi je voudrais vous parler un petit peu de l'industrie du marché du tourisme d'aventure
au niveau global. Donc, effectivement, on ne sait pas forcément, mais le tourisme d'aventure représentait, bon, en 2017, en tout cas, 683 billions de dollars par an. Et donc, c'est quand même considéré comme l'un des secteurs de l'industrie du tourisme qui connaît la croissance la plus rapide. De nos jours, en tous les cas avant Covid-19, nous savons que ce nombre a cessé d'augmenter. Les voyages d'aventure attirent l'attention des gouvernements nationaux et régionaux particulièrement, et la célébration de la culture locale, parce qu'ils peuvent souvent être développés également en dépit des contraintes de l'infrastructure existante. Je vais comparer aussi donc, le tourisme d'aventure avec les autres industries. Donc, si l'on compare, puisque effectivement, l'industrie du voyage ne représente que 119 billions de dollars, comparé au voyage d'aventure, 683 billions. Donc, celui qui le dépasse, c'est l'industrie pharmaceutique, qui bien sûr est encore bien supérieure aujourd'hui après la pandémie. Mais effectivement, c'est assez impressionnant. Attendez. Voilà. La dernière diapositive de cette section, c'est l'impact économique local des voyages d'aventure. Donc ça, c'est une diapositive qui me tient particulièrement à cœur parce que ça démontre très bien l'importance du tourisme d'aventure sur le plan économique dans les destinations où le voyageur se rend. Donc, si vous comparez, par exemple, ici, 4 voyageurs d'aventure investissent autant dans la destination que 100 voyageurs de croisière. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Je suis désolée, je vois qu'on a présenté un petit souci. Par rapport au tourisme de masse. Donc, effectivement, voilà, par rapport à 100 voyageurs de croisière, on estime que 65% de ce que le voyageur d'aventure dépense reste dans la destination locale par rapport au tourisme de masse, où ce nombre est inférieur à 15%. Voilà. Donc, quelles sont les nouvelles tendances? Donc là, maintenant, on a fait un petit peu un aspect global. Qu'est-ce que le tourisme d'aventure? Qu'est-ce que l'industrie du tourisme d'aventure? Maintenant, on va aller voir un petit peu plus les tendances actuelles. Donc, on a fait effectivement une recherche au sein d'ATA sur le marché américain, mais que l'on a aussi combiné avec une recherche de l'entreprise Much Better Adventure, que vous connaissez peut-être, qui est une entreprise britannique, un sondage auprès des voyageurs d'aventure pour voir un petit peu quelles sont leurs intentions de voyage de demain. Donc là, nous avons préparé quelques slides de teaser, donc des tendances clés. À la fin de cette présentation, on vous enverra également un lien pour vous donner l'opportunité d'accéder au rapport détaillé si vous voulez plus d'informations sur les différents aspects, les différentes réponses. Donc, ce sondage, nous avons obtenu au total 3500 réponses sur les 2 études par rapport donc, à la communauté du tourisme d'aventure. Alors, une des tendances, c'est la recherche de nature et de détente, ce qui est assez logique suite au confinement, d'avoir ce besoin d'espace, de respirer, de sortir des villes, ce qui s'est d'ailleurs beaucoup ressenti notamment au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes cet été, où on a constaté par exemple que des villes comme Lyon et Grenoble ont eu très peu de visiteurs. Par contre, tous les lieux naturels et actifs ont eu un très grand succès. D'ailleurs, la région Auvergne a battu les records cet été au niveau du nombre de visiteurs. Donc, si je regarde maintenant, donc là, c'est plus sur le marché britannique, donc avec vraiment une tendance aux activités d'aventure douce, avec une demande particulière pour le hiking, trekking, exploration générale, multi-activités, canoë, kayak, donc vraiment des activités qui ne requièrent pas d'expertise trop pointue. Pour ce qui est de prendre l'avion, je trouvais que c'était assez intéressant parce qu'on s'attendait naturellement à ce que les gens redoutent de prendre l'avion pour des raisons sanitaires et de sécurité. Mais la bonne surprise, c'est de voir qu'il y a quand même 38% des personnes interrogées, 48% des personnes interrogées qui sont également concernées par l'aspect environnemental de l'avion. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, en ce sens qu'il y a vraiment une conscience écologique qui commençait déjà avant la pandémie, mais qui semble se confirmer. Au niveau des destinations de voyage, alors là, donc, par rapport au marché britannique, donc logiquement, l'Europe est en première ligne,
proximité géographique. Mais la bonne surprise, c'est que l'on a également le Canada quand même en 7e position, étant naturellement une destination nature et une destination qui est perçue comme très sûre. La France étant quand même en 2e position, bravo. Voilà, les USA, pour information, sont en 41e position. 88% des interrogés, donc là c'est sur le marché américain, mais ça vous donne quand même une tendance, ont prévu quand même de voyager avant juin 2021, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, on voulait vous l'annoncer, donc on a quand même un petit peu d'espoir pour le premier semestre 2021. Alors, attends, à la limite. Voilà, et donc maintenant, donc ça c'est vraiment au niveau du sondage. Ensuite, donc, nous avons fait une recherche très approfondie. Nous avons étudié donc, de rapports de Euromonitor, de différentes Max McKinsey, donc oh, je vois qu'on avait perdu Jean-Claude, Max McKinsey, et donc de très grands spécialistes du secteur. Nous avons également beaucoup communiqué avec l'ensemble de notre communauté de professionnels. Et à partir de là, nous avons établi donc, un certain nombre de critères post-Covid. Donc, les changements clés auxquels s'attendre, les 3 premiers sont très logiques. L'aspect technologique et virtuel, le côté lieu isolé loin des foules, et puis donc demande de services contactless et naturellement besoin de nature et d'activité physique. Alors, d'abord, l'aspect virtuel, la nouvelle réalité. Les 3 premiers critères que nous avons vus sont naturellement très présents dans les médias et les mesures gouvernementales. Pour ce qui est donc des expériences virtuelles, bien que ce n'est pas complètement nouveau, la crise actuelle a accéléré ce processus à un niveau supérieur. Les voyageurs post-Covid seront très à l'aise avec les expériences virtuelles et le live streaming en particulier, utilisés dans le cadre de la planification des voyages et le processus de prise de décision. Ainsi, par exemple, le système de réservation ou de conception d'itinéraire comprendrait la visite virtuelle, par exemple, de la ferme ou de la cave qu'un voyageur envisage dans son itinéraire de voyage, ou la demande d'une visite en direct de l'hôtel sélectionné. Ça devient vraiment des expressions possibles de ce développement virtuel, donc à prendre en compte auprès des tours opérateurs. Les options de diffusion en direct, live streaming, vont devenir une alternative et un atout clé par rapport aux photos et vidéos personnelles et servir de base pour partager ses souvenirs avec ses amis ou tout simplement se souvenir d'une expérience réconfortante. Quelque chose à considérer également pour les destinations et les fournisseurs de services. Troisièmement, donc, nous sommes tous réalistes quant au fait que la crise actuelle sera suivie d'une stagnation économique qui limitera la capacité des gens à voyager, même s'il n'y a pas d'interdiction. Dans ce contexte, nous supposons que cela pourra déclencher une demande de solutions de rechange à faible coût au voyage physique et pourrait potentiellement devenir un substitut pour ceux qui ne peuvent être sur la route. Voilà. D'autre part, l'hygiène, naturellement non négociable. Alors, 3 effets possibles sur le comportement du voyageur. Le voyageur s'attend à ce que l'hygiène soit infiltrée à tout niveau de service, produits et expériences, aussi bien au niveau des infrastructures, services et communications. L'hygiène et la protection pourraient avoir un effet de mode. On commence déjà à avoir des accessoires, des masques avec des designs particuliers, notamment auprès de la haute couture, lunettes de protection, gants sanitaires, etc. Et une probable demande pour une transparence et une information officielle au niveau hygiène et certification. Donc, très important de pouvoir communiquer au niveau des tours opérateurs, au niveau des réceptifs, sur qu'est-ce que vous avez mis en place de votre côté sur le plan des protocoles pour l'aspect hygiène. Donc, c'est pour ça que l'on parlait tout à l'heure, notamment Safe Travel, WTTC, les différents protocoles, donc de pouvoir communiquer, de dire que, ben oui, vous avez suivi ces protocoles, vous êtes prêts, de rassurer les clients, c'est naturellement très important. L'aspect sans contact à tout niveau, donc naturellement, on va voir une demande croissante de solutions sans contact tout au long de l'expérience du voyage. Les clients seront conscients des risques de toucher des surfaces qui sont touchées par de nombreuses personnes. Dans ce contexte, les paiements sans contact qui sont déjà bien répandus seront non négociables. Les solutions sans contact, notamment les scans de sécurité, l'analyse des empreintes digitales dans les aéroports, l'enregistrement à l'hôtel. Donc, les effets attendus, les voyageurs s'attendent à pouvoir s'inscrire et faire leur enregistrement sur des solutions mobiles, virtuelles et sans contact. Une probable demande pour des niveaux de sécurité sur les services digitaux et la protection de l'identité et de l'information de personnel, très important, de l'information personnelle.
Le quatrième est très important, c'est social sans la foule, reconnecté avec la nature. Donc, on en parlait tout à l'heure avec Auvergne-Rhône-Alpes. En France, c'est très bien traduit déjà cet été, c'est une tendance qui risque déjà qui va être de plus en plus réelle. Donc, en étant confiné, on a besoin de reconnecter avec nos proches et de compenser le temps perdu. Ce désir de socialiser avec nos proches est aussi en conflit avec la peur de la foule. Nous l'avons déjà constaté, avec une demande d'expérience donc en petits groupes qui permettent l'interaction avec les proches plutôt que des voyages avec des grands groupes qui impliquent un contact avec de nombreuses personnes différentes et de préférence pour la nature et les grands espaces. Jean-Claude, toi qui viens de passer 3 mois en France en connexion directe avec le secteur et qui est vraiment dans la partie, quel est ton ressenti par rapport à ça? Moi, je l'ai vraiment constaté dans plusieurs endroits. Donc, j'étais beaucoup dans les Alpes, j'étais donc dans le Briançonnais, j'étais dans le Mercantour, j'étais dans le Vercors, dans le Diois. Et dans tous ces endroits-là, moi, j'ai discuté avec des locaux, des acteurs, donc que ce soit des gîtes, que ce soit des opérateurs d'activité, en particulier à Briançon, j'ai beaucoup discuté avec une base aventure là, qui est à l'Argentière-la-Bessée, où il y a donc un stade d'Ovide, il y a des acrobranches, des tyroliennes. Bon, ils ont fait le meilleur été de leur histoire, avec en plus donc, essentiellement français, quelques Européens, aucun autre étranger, et puis surtout des gens qui n'avaient jamais vu, des gens qui pouvaient peut-être aller d'habitude sur des destinations plus classiques, en particulier la mer, qui craignaient la foule et qui craignaient la canicule, et qui donc ont été dans les Alpes et se retrouvaient. Donc on voyait des gens de Poitiers, de Bretagne, du centre, du nord, des gens qui n'allaient pas forcément en Rhône-Alpes. Je ne dis pas que les gens du Poitou ou du Nord ne vont pas dans les Alpes, jamais, je ne dis pas ça, mais ils étaient représentés et des gens qui n'avaient jamais eu tellement d'expérience outdoor. En gros, c'est la première fois qu'ils mettaient un baudrier, la première fois qu'ils rentraient dans un kayak. Donc, ils avaient des débutants, entre guillemets, et qui s'intéressaient donc à l'aspect nature, qui s'intéressaient à l'aspect donc moins de monde, parce que bien sûr, quand on part 3-4 personnes pour faire un cours de kayak, c'est quand même limité en termes de foule, bien sûr, par rapport à une plage du littoral. Et puis aussi, bien sûr, avec l'aspect outdoor, on respire, on est dehors. Donc, ce que tu dis là, sur mon étude, moi, je l'ai vécu en direct. Et mon réceptif au Brésil, eh bien, il marche de la même manière. Nous, en août-septembre, on a eu plus 58% par rapport à l'an dernier. Et on a rouvert en juillet après le confinement. Donc voilà, moi je pense que ce que tu dis dans les chiffres, moi je l'ai vécu en vrai. Très bien, merci. Donc, effectivement, 2 effets possibles sur le comportement du voyageur, une demande des expériences en petits groupes. Je vois qu'on est très court sur le temps, donc je vais accélérer un petit peu. Je voulais surtout parler du 5e point qui est très important, la création de valeurs touristiques, la nouvelle base économique. Donc, effectivement, les crises précédentes qui ont entraîné un ralentissement économique ont accru la demande de valeurs purement économiques, soit concurrence par le prix. Nous soupçonnons que cela sera très distinct dans notre industrie quand elle sera rétablie. La poursuite de valeurs n'est pas la même chose que la poursuite du prix bas. Au contraire, si le voyageur et sa famille n'est pas touché par le chômage, il sera prêt à payer un prix supérieur à la moyenne dès lors que l'on peut démontrer la valeur ajoutée de l'expérience, c'est-à-dire service, exclusivité, qualité des prestations. C'est une offre qui doit permettre, donc c'est-à-dire ce que l'offre doit permettre au client de vivre. Elle ne se décrit pas dans une approche d'attribut du produit ou du service, mais par des caractéristiques émotionnelles désirées. Voilà, donc ils exigeront simplement que la valeur qu'ils reçoivent pour le prix qu'ils payent soit importante et évidente. Cela signifie que les destinations et les fournisseurs de services doivent s'assurer que leur proposition de valeur soit clairement énoncée dans toutes ses dimensions. Le voyageur a besoin de sentir que les avantages qu'il extrait des expériences de voyage, comme l'émotion, le bien-être, le statut, le luxe, etc., sont cumulativement plus précieux que le prix payé. Donc ça, c'est important. Je sais que beaucoup d'opérateurs travaillent sur leur production en ce moment. J'ai vu pas mal de nouvelles collections, notamment, qui sont vraiment, qui redéfinissent un petit peu le tourisme de demain et qui retravaillent le contenu et le message à faire passer. Et ça, je crois que c'est très important en ce moment de pouvoir démontrer sur l'aspect émotionnel particulièrement, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter aux voyageurs. Donc voilà, le voyageur sera plus intéressé par la valeur touristique de son expérience que la valeur économique. Les destinations et opérateurs auront l'opportunité d'être plus créatifs et de valoriser l'aspect émotionnel, la notion de bien-être, le développement personnel et autres avantages de leur offre touristique.
Donc, en résumé, les 5 caractéristiques vraiment qui ressortent de notre étude: le monde virtuel est une nouvelle réalité, l'hygiène est non négociable, le sans contact à tous les niveaux, socialiser, oui, mais loin des foules, création de valeurs touristiques émotionnelles plus qu'économiques. Voilà donc, en quelques mots, le tourisme d'aventure et les tendances actuelles. J'espère que cette analyse vous servira et vous permettra surtout de vous adapter au changement. Est-ce que vous avez des questions? Je sais qu'on est assez court au niveau du temps. Alors, Céline, on ne va pas avoir le temps de faire les questions parce qu'on doit enchaîner. Si jamais vous avez des questions, Céline et Jean-Claude sont de toute façon sur l'événement et vous pouvez prendre, rendez-vous avec eux. N'hésitez pas. Et puis voilà, de toute façon, vous aurez le replay de leur présentation et vous aurez contact, vous pourrez avoir leur contact pour leur écrire, échanger après. Hein. L'idée, c'est que l'événement se prolonge après. Donc, n'hésitez pas à échanger dans les prochains jours. Voilà. Merci. Donc là, on enchaîne avec. Merci à vous deux. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous. Voilà. Et là, on enchaîne avec Guayapi. Venez voir, c'est un projet très intéressant. C'est sûrement encore une nouvelle piste vers des plans B pour le futur. Donc, n'hésitez pas à aller voir, ça peut vous donner de très bonnes idées. Voilà. Merci Céline, Jean-Claude. À très bientôt. Et merci à tous. À bientôt. Merci, à À bientôt. bientôt.